Claude Obadia, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie et de culture générale en classe préparatoire et dans le secondaire. Vous nous présentez aujourd'hui les 5 ouvrages incontournables sur le thème de la nature. Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut commencer par le Gorgias de Platon. Pourquoi ? Platon a très bien compris quel soupçon peut susciter l'idée que ce qui est juste, c'est que tous les hommes jouissent des mêmes droits, et que ce qui est juste, c'est que les plus forts ne dominent pas les plus faibles. Et c'est pour ça, parce qu'il a deviné, pour ainsi dire, cette objection, qu'il a créé dans Gorgias un personnage fictif, le personnage de Calliclès. Le personnage de Calliclès qui oppose précisément au conventionnalisme socratique, selon lequel la tempérance et la mesure sont des vertus, une loi de nature, dit Calliclès. Or, que veut cette loi de nature, selon Calliclès ? Eh bien, elle veut que celui qui a la force et l'intelligence de ses désirs les satisfasse. L'idéal de la tempérance, le principe de l'égalité des droits, ne sont donc, selon Calliclès, qu'une invention des hommes les plus faibles qui veulent se venger de ceux qui, par nature, sont plus forts qu'eux. Mais si Calliclès s'oppose à Socrate, ce n'est pas que Socrate refuse de fonder la justice et la valeur de l'action humaine sur la nature, c'est que l'un et l'autre ne s'appuient pas du tout, n'ont pas du tout la même idée de la nature. Pour Calliclès, la nature, c'est le règne de la force, tandis que pour Socrate, la nature est synonyme d'ordre, elle est synonyme d'harmonie. Le texte du Gorgias est donc essentiel, en ce qu'il met clairement en évidence le caractère nécessairement aporétique de toute tentative de fondation de l'action humaine sur la nature. Un deuxième ouvrage à avoir en tête quand on travaille sur le thème de la nature ? Oui, cet ouvrage à avoir en tête, c'est la lettre à Ménécée d'Épicure, que tous les étudiants peuvent lire cette année. La doctrine d'Épicure, en effet, c'est un hédonisme associé à une morale ascétique. Elle prend pour fin le plaisir que l'on peut atteindre en se purifiant de tous nos désirs vains et en apprenant, vous le savez, à se maîtriser. Mais il s'agit surtout d'une exhortation à vivre selon la nature, la sagesse consistant à faire le tri entre nos désirs et à rapporter les plaisirs auxquels nous aspirons aux effets qu'ils peuvent produire, et en fin de compte, à se libérer des désirs vains et à identifier ce qui en nous est naturel pour nous y tenir et pour en jouir en toute tranquillité et de façon autarcique. L'existence naturelle, montre Épicure, autrement dit la vie frugale, ne consiste pas dès lors à imiter la nature, mais à tirer le meilleur parti du fait que nous appartenons à la nature. Vous avez identifié un troisième ouvrage incontournable pour l'étude du thème de la nature. Oui, c'est l'éthique de Spinoza, essentiellement pour le Deus sive natura de Spinoza, Dieu ou la nature, car selon Spinoza, il n'y a pas d'extériorité de Dieu par rapport à la nature. Dieu est la nature libérée de toute finalité. Car le finalisme d'Aristote, c'est-à-dire la théorie des causes finales, n'est selon Spinoza qu'un anthropomorphisme. En effet, les hommes projettent sur la nature ce qu'ils croient percevoir en eux-mêmes. Et de cette expérience découle une règle d'interprétation de la nature que combat avec la plus grande fermeté Spinoza. Cette règle d'interprétation de la nature que combat Spinoza, c'est la règle selon laquelle la nature ne ferait rien en vain. Une quatrième œuvre incontournable sur le thème de la nature ? Oui, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de Rousseau. D'abord parce qu'il est exposé une intuition fondamentale. Le malheur de l'homme n'est pas naturel, il est lié aux circonstances, aux conditions historiques dans lesquelles il vit. Rousseau s'appuie donc ici sur la dualité de la nature et de l'histoire. Il est convaincu que l'homme est bon par nature et il va recourir à l'idée de l'état de nature, état qui, dit-il, n'existe pas, n'a jamais existé et n'existera probablement jamais, pour démêler, écrit-il encore, ce qu'il y a d'originaire et d'artificiel dans la nature actuelle de l'homme. La deuxième raison de lire le discours sur l'origine de l'inégalité, c'est que comme le souligne Claude Lévi-Strauss au chapitre 2 de l'anthropologie structurale, Rousseau, en recherchant dans les récits de voyage des informations relatives à la vie des sauvages, en étudiant l'influence des déterminismes culturels sur les comportements humains, peut être considéré comme le fondateur des sciences de l'homme.
car en travaillant à dissocier ce qui en l'homme est naturel de ce qui seulement le paraît, l'auteur des Confessions adopte bien une attitude intellectuelle qui va caractériser dès leur avènement les sciences humaines. Enfin, la troisième raison de lire le discours sur l'origine de l'inégalité, c'est que jamais Rousseau, comme il le montre dans cet ouvrage, n'a commis l'erreur de Diderot. L'erreur de Diderot qui consiste à idéaliser l'homme naturel. En revanche, Rousseau cherche à dissiper l'illusion selon laquelle nous observant nous-mêmes, nous apercevrions l'homme de la nature. Car c'est bien au contraire en observant les autres sociétés, et en particulier les sociétés primitives, que nous pouvons découvrir ce qui, immanent et confondu à l'état social qui est le nôtre, s'en distingue originairement et constitue notre nature. Un dernier ouvrage que vous conseillez aux préparationnaires? Oui, c'est le Principe responsabilité que Hans Jonas publie en 1979. En effet, si on peut considérer la nature comme la norme du droit, Jonas propose une perspective tout à fait originale qui consiste à penser un droit de la nature en prenant cette expression à la fois au sens moral et au sens juridique. Or, cette vision des choses se heurte, explique-t-il, à un obstacle majeur, qui n'est autre que notre propension à considérer les questions éthiques de façon anthropocentrée, puisque nous pensons nos devoirs uniquement envers nous-mêmes ou envers nos semblables. Incapables de considérer que la nature est respectable, comment aurions-nous pu lui accorder des droits? Bien sûr, nous parvenons à admettre la nécessité de préserver la nature, mais quand nous le faisons, c'est avec le souci d'assurer la survie de l'espèce humaine. Or, n'est-il pas grand temps, se demande Jonas, de reconnaître que la nature doit être respectée? Telle est la question cruciale qu'il soulève et qui est au fondement du courant de la deep ecology, c'est-à-dire de l'écologie profonde. Claude Obadia, merci beaucoup. Merci à vous.